Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Lundi 18 août 2025, nous sommes, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde. C'est donc parti pour les différentes rubriques de votre émission avec Bérangère Boléon. Elle est déjà sur ce plateau pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou, fidèle internaute, bonjour. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien d'Akonaboué Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour. Présidentielle de 2026, un candidat venu de la BOAD exclu sur la rupture s'interroge. Le quotidien à sa fausse manchette, on lit diaspora haïtienne au Bénin, la communauté célèbre la réouverture prochaine de l'ambassade d'Haïti. À l'oreille du quotidien, opération d'assainissement à Cotonou, la fondation Sylvanus Haïti met fin à sa campagne de salubrité. Adjache News de ce matin titre Moël Bénin face aux tentatives de déstabilisation. Jacques Ayadji alerte, je cite, certains leaders piétinent l'esprit du système partisan. Fin de citation. Colloque scientifique international sur la vie de Yedenou Adjaoui, plaidoyer pour la création d'un musée au nom de l'artiste. À sa fausse manchette, on lit mairie de Porto Novo quand les conseillers municipaux sacrifient l'intérêt général. Le Synacol Bénin exprime sa gratitude au maire Nyankoti. Dans la colonne du quotidien Adjache News, on lit également Assomption 2025, le président Vlavonou célèbre avec les chrétiens catholiques de Savalou. Culte oro chez les Nago Yoruba, l'Institut Irédé opte pour son essor culturel et cultuel. Salimon Karimou pour la valorisation des patrimoines culturels et cultuels endogènes. Jeux mondiaux de pétanque Chengdu 2025 en Chine. Marcel Gbetaglé, champion du monde de tir de précision. Le patriote du jour titre présidentiel de 2026, le piège de l'auto-parrainage. Bénin intelligent du jour titre, mesdames et messieurs, fleuve Ouémé, la chute fatale d'un bus STM. 9 rescapés, un corps repêché, 44 personnes disparues. Maté libre de son côté titre, Bénin présidentiel de 2026, ses candidats potentiels de l'opposition. Le Soleil Bénin info du jour titre Dimanche noir à Glazoué, un bus immatriculé malien noyé dans le fleuve Ouémé. 9 rescapés, un corps repêché et 44 passagers toujours portés disparus. Le gouvernement exprime sa compassion.
L'événement précis de ce matin titre « Attaque répétée et débauchage des militants de Moël Bénin ». Ayadji dénonce la duplicité politicienne et indèce des acteurs dans la mouvance. Le routier de son côté titre « Brouille au conseil communal de Tofo ». Voici l'exposé des faits qui révoltent les dissidents. Entre autres, le report de session ordinaire par le maire qui fait perdre des millions à la commune. Le préfet Kodja accusé à tort. L'informateur de ce matin titre « Accident mortel dans les collines à hauteur de Tio ». Au moins 40 disparus s'exclame le quotidien. La nouvelle tribune de ce matin titre « Élection présidentielle de 2026, les partis politiques face au piège du parrainage. Mise à jour des données personnelles, les acteurs politiques et la société civile édifiée », titre le quotidien La Nation. L'économiste du jour titre « Marché interbancaire de l'UEMOA, un dynamisme maintenu malgré la baisse des taux ». Et nous bouclons par le quotidien d'Akonaboué Maison La Guérite qui titre « Présidentielle de 2026, un candidat venu de la BOAD exclu sous la rupture » s'interroge le quotidien. Diaspora haïtienne au Bénin, la communauté célèbre la réouverture prochaine de l'ambassade d'Haïti. Opération d'assainissement à Cotonou, la fondation Sylvanus Haïti met fin à sa campagne de salubrité. Et c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 18 août 2025. Et voilà, mesdames et messieurs, la revue des titres qui fait place au bulletin d'information, toujours avec Bérangère Boléan. Ravi de vous retrouver, amis internautes, pour cette session d'information. L'épave du bus STM tombée dans le fleuve Ouémé au petit matin du dimanche 17 août est toujours au fond de l'eau. Plus de 24 heures après le drame, les chances de retrouver des survivants sont quasi minces. Dès les premières heures, le gouvernement a mobilisé les moyens conséquents pour secourir les disparus, mais le bus est encore au fond de l'eau. Le responsable des sapeurs-pompiers, le colonel Dalis Arwangbenon sur RFI, a expliqué les raisons. À l'en croire, je cite, « Le bus est complètement immergé, au moins 15 mètres de profondeur, et lorsque les plongeurs rentrent sous l'eau, ils voient presque de la boue. Les chances de retrouver des survivants sont nulles, mais il peut y avoir des miracles, a-t-il dit. » Fin de citation. Pour rappel, le dimanche 17 août 2025, aux environs de 0 heure, un grave accident de la circulation est survenu à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé sur la route inter-État N2 lors de la traversée de la localité de Tio, commune de Glazoué, impliquant un bus de la compagnie STM. 9 rescapés ont été secourus dans cet accident, un mort et 44 passagers portés disparus. En provenance de Lomé, le bus transportait 54 personnes pour Niamey. Autre nouvelle information, mesdames et messieurs, après l'obtention du baccalauréat, le choix des filières d'études demeure une étape décisive pour les nouveaux diplômés. Entre ambition personnelle et les métiers d'avenir, les bacheliers sont confrontés à un choix ultime. Dans cet élément, l'enseignant Basile Degbo rappelle l'importance pour les jeunes de s'orienter vers des filières porteuses capables de répondre aux défis de demain. Je vous invite à le suivre. Il faut orienter les jeunes vers des filières techniques qui peuvent leur permettre de se prendre en charge pour l'auto-emploi et se développer
plutôt que d'être toujours à la quête d'emploi chez quelqu'un d'autre. Quand on dit formation de courte durée pratique au bachelier, c'est peut-être une manière de voir la chose. Nous étions avec les bacheliers il y a 2 ans après, il faut faire le BTS. C'était une formation de courte durée, mais on a changé et désormais nous faisons la licence. Et on a licence, master et doctorat. Nous n'allons pas changer encore et revenir à autre chose. Mais ce qui est sûr, quelqu'un qui a le bac et qui doit faire une licence, il n'a qu'à bien s'orienter et avec une filière qui lui permet d'être un peu autonome. Et moi, je ne trouve pas la question en termes de durée de formation en tant que telle, mais c'est en termes de ce que l'on met dans la formation. Quelqu'un qui a fait le baccalauréat d'office, il doit aller dans une université. Et à l'université, maintenant, il choisit ce qui peut le rendre autonome après. C'est ça l'orientation. Mais il ne peut pas avoir le bac et on va lui demander d'aller encore ailleurs. C'est une question qu'il faut penser, trouver les mots qu'il faut, parce que si on s'étend seulement sur le fait que bon, on doit faire une formation de courte durée, il faut aller vers des universités tout simplement, on ne va pas bien saisir le problème. Le problème aujourd'hui, c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi et le job sur le terrain pour être plus réaliste. Je sais bien que le chômage est là, c'est difficile de trouver du travail, mais quelqu'un qui se trouve dans une filière où il peut lui-même innover, créer et évoluer, il peut toujours s'en sortir. Moi, je vais leur demander s'ils sont à l'écoute d'aller choisir des filières qui leur permettraient d'être autonomes, qui leur permettraient de se prendre en charge et ne pas rester à traîner, à chercher encore du boulot disant qu'ils font du chômage. Il y a des filières aujourd'hui qui sont des opportunités. Le numérique, comme on le dit, c'est une opportunité. La télécommunication est là. Vous avez des filières d'informatique où vous pouvez innover. Même dans les filières de marketing et autres, là, chacun peut quand même créer ce qu'il veut faire et évoluer. On ne va pas attendre nécessairement aller travailler chez quelqu'un avant de trouver d'avoir son compte. Et dans un communiqué publié samedi 16 août 2025, le parti Les Démocrates a annoncé le ralliement de plusieurs figures politiques de Kandi, dont Seydou Abdul Wahab, premier adjoint au maire, le chef d'arrondissement d'Angara Debout, ainsi que plusieurs chefs de quartier. Ces départs constituent un revers pour UPR de Joseph Diogbenou, jusque-là solidement implanté dans cette commune considérée comme son bastillon. Les motivations exactes des démissionnaires n'ont pas encore été rendues publiques. Sur un autre volet, mesdames et messieurs, la Fondation Sylvanus Haïti a clôturé le samedi 16 août 2025 sa campagne de salubrité entamée 2 semaines plus tôt dans plusieurs arrondissements de Cotonou. Cette initiative citoyenne qui a mobilisé bénévoles, autorités locales et partenaires a permis de débarrasser plusieurs quartiers de leurs déchets et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Voici le compte rendu. Démarré le 2 août dernier, la campagne de salubrité initiée par la Fondation Sylvanus Haïti a pris fin ce samedi 16 août 2025. Pendant 2 semaines, plusieurs arrondissements de Cotonou ont été débarrassés de déchets grâce au dévouement des bénévoles mobilisés par la Fondation, déterminée à offrir aux citoyens un cadre de vie plus sain et agréable. Nous avons mis au propre les quartiers du 1er, 2e, 3e et 5e arrondissement. Pendant 14 jours, nos agents ont travaillé d'arrache-pied, balayant rues et ruelles, désherbant trottoirs et carnivaux afin de rendre tangibles les premiers fruits de notre engagement commun. La clôture de cette initiative a été marquée par une opération de nettoyage menée dans les quartiers Vosak-Podji, Fifadji et Begamek-Bagoudo, situés respectivement dans les 9e et 11e arrondissements de la capitale économique du Bénin. Les élus locaux et la SGDS ont joué leurs efforts à cette séance de salubrité et de sensibilisation. Vraiment, c'est une joie de voir cette fondation-là venir
crier très haut ce que nous pensons dans le quartier. Ce quartier, notre quartier qui nous est très cher, quelqu'un qui vient nous aider à rehausser sa clarté, à nous aider à rendre la vie plus facile. C'est une joie. Nous ne pouvons que lui dire bonne arrivée et avec toute son équipe. Je remercie beaucoup la Fondation Haïti et pratiquement le président Haïti que cette initiative qu'il a promis à faire dans le quartier, c'est une grande joie pour moi-même, pour la population aussi. Nous sommes très heureux de mener cette activité parce que c'est une activité qui honore non seulement la Fondation Sylvanus Haïti, mais qui honore les habitants parce que nous sommes au cœur de Cotonou. Toujours engagé pour le bien-être collectif, Sylvanus Haïti a annoncé de nouvelles actions de sa fondation orientées vers la promotion de la santé et l'amélioration du cadre de vie des populations. Aujourd'hui, nous ne balayons pas seulement ni ramassons seulement les déchets, non. Nous sommes en train de sensibiliser la population et que cela continue tous les jours. Ça va d'abord aider la population, aider nos jeunes frères et sœurs pour que nous d'abord nous éliminions une partie de nos petites maladies. Après, nous allons rentrer dans d'autres phases, parce qu'il y a encore d'autres phases, toujours liées à la santé. Nous allons le sport aussi qui nous attend, parce qu'il faut aussi faire le sport. C'est les premiers dispositifs qu'il faut prendre pour repousser les maladies, le cas de vie et le sport. Et après, nous allons continuer le reste. À cette dernière étape, le président Sylvanus Haïti n'a pas manqué de remercier les élus locaux et les autorités à divers niveaux pour leur accompagnement et leur engagement à œuvrer pour le bien-être de la population. Permettez-moi de saluer l'action résolue du gouvernement sous la conduite de son Excellence le président Patrice Talon qui œuvre à la modernisation de nos villes et de nos campagnes. Comment saurais-je oublier Monsieur le ministre d'État Abdoulaye Biot Tchadé, dont les orientations et l'accompagnement personnel ont fortement contribué à mettre cette campagne de salubrité sur le boulevard de la réussite. Les regards sont désormais tournés vers les prochaines initiatives de la Fondation Sylvanus Haïti qui entend poursuivre son action en faveur du bien-être et de la santé de la population. En était actualité, mesdames et messieurs, aux Comores, un débat passionne l'île de la Grande Comore. 24 écoles publiques pourraient fermer. En cause, les grèves répétées des enseignants, la prolifération des écoles privées qui vident les classes publiques et un budget jugé trop lourd avec plus de 17 milliards de francs comoriens prévus pour l'éducation cette année et près de la moitié de la masse salariale nationale dédiée au secteur de l'éducation. Précision avec Faouzia Sifou. Je pense que le ministre allait réduire les écoles privées et ouvrir davantage d'écoles publiques pour les enfants des familles démunies. Lui peut envoyer son enfant dans le privé, mais celui qui ne peut pas, son enfant devra devenir délinquant, dénonce Aminata, mère comorienne d'un élève. De son côté, le ministre de l'Éducation, Bakam Vlana, assure qu'il ne s'agit pas de fermeture, mais de réaménagement nécessaire face aux difficultés actuelles. Je le cite, l'État a une mission d'enseigner gratuitement aux enfants de 3 à 16 ans. Ce que je peux affirmer pour rassurer la population, c'est que l'on tiendra compte de leurs recommandations. On verra ensemble ce que l'on peut faire pour sauver l'école publique. Il y avait bien sûr des alternatives auxquelles on avait pensé au cas où cette situation se présentait. On a pensé à regrouper par exemple 3 établissements de 2 régions, fin de citation, explique le ministre. Mais pour l'enseignant Chaban Mohamed, cette décision contredit les recommandations des Assises nationales de l'éducation du mois dernier. Je le cite, « Le système éducatif comorien est dominé depuis plus de 2 décennies par l'enseignement privé. Ce n'est pas en fermant des établissements d'enseignement public que l'on aide l'école publique comorienne à sortir de l'impasse. Au contraire, on l'enfonce. Le risque est grand parce qu'aujourd'hui, ce sont 19 collèges et 5 lycées. Mais à partir du moment où le privé continue à dominer, c'est l'école publique qui est vouée à disparaître tout simplement. Fin de citation, regrette-t-il. Il faut dire que le problème concerne surtout Grande Comore où 80% des élèves sont inscrits dans le privé. À Anjouan, c'est l'inverse. Les écoles publiques manquent d'enseignants. Le ministère envisage donc un changement d'affectation des professeurs entre les différentes îles, mais cette mesure est impopulaire chez les enseignants. Un tour à présent
présent dans l'est de la République démocratique du Congo, où les rebelles alliés au groupe État islamique ont multiplié ces derniers jours les attaques contre les civils. Ce dimanche 17 août, au moins 9 personnes ont été massacrées dans la ville d'Oacha, chef-lieu du territoire de Béni, selon des sources sanitaires et administratives jointes sur place. Au moins une vingtaine de maisons ont été brûlées par les assaillants. Les corps des victimes ont été acheminés à l'hôpital d'Oacha, localité située à une quinzaine de kilomètres au nord de Béni, dans le nord Kivu. L'armée congolaise qui a condamné cette incursion affirme que les ADF cherchent à désorienter les FARDC en raison des actions entreprises par les militaires contre ce groupe rebelle qui a fait allégeance depuis plusieurs années au djihadistes État islamique. Selon l'armée, les ADF auraient décidé de se venger sur la population civile. La semaine dernière, au moins 47 personnes ont été massacrées par les ADF sur le territoire de Lubero, selon un nouveau bilan des autorités locales, et ce malgré les opérations jointes entre les FARDC et les forces ougandaises dans la zone. En Israël, pour terminer, des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues de Tel Aviv dimanche pour manifester leur soutien aux familles des otages détenus à Gaza. Ces Israéliens ont appelé à la libération des otages restants et à la fin de la guerre dans l'une des plus grandes manifestations en 22 mois de guerre. Je les cite, « Nous sommes fatigués de la guerre, nous sommes fatigués de l'abandon, nous sommes fatigués du sacrifice, nous sommes fatigués de l'autorisation de publication après la mort d'un soldat. Nous exigeons un accord global pour ramener 50 otages à la maison. » Fin de citation. Yael Ada, mère de Tami Ada, dont le corps serait en captivité à Gaza. Les manifestants se sont rassemblés à des dizaines d'endroits, notamment devant les maisons des hommes politiques, les quartiers généraux, militaires et sur les grands axes routiers. Certains restaurants et théâtres ont fermé en signe de solidarité. La police a déclaré avoir arrêté au moins 38 personnes. La frustration grandit en Israël face au plan d'une nouvelle offensive militaire dans certaines zones les plus peuplées de la bande de Gaza. De nombreux Israéliens craignent que cela ne mette encore plus en danger les otages restants. Sur les 50 otages restants, 20 seraient encore en vie. En sport, dans ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, initialement validé pour accueillir les matchs des représentants béninois aux compétitions interclubs d'Adjé FC en Ligue des Champions et Coton FC en Coupe de la Confédération, l'enceinte a finalement été recalée par l'instance fêtière. Dans un rapport transmis après une mission d'inspection à Cotonou, la CAF estime que le stade est encore en chantier à l'exception de sa pelouse jugée prête. Une conclusion qui replace le stade général Mathieu Kérékou dans la liste des 20 stades non conformes publiés par la Confédération le mardi 12 août 2025. Toujours en sport, Manchester United j'y arrive, mesdames et messieurs, enregistre sa première défaite de la saison en Premier League. L'équipe de Ruben Amorim a été battue à domicile dimanche 17 août 2025 lors de la première journée de la Premier League. 1-0, c'est le score qui a sanctionné le choc entre les Gunners et les Red Devils. C'est tout pour ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Merci à vous, Bérangère Boulay. On vous retrouve demain, toujours dans la même rubrique, pour nous informer. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette émission avec la météo du jour.
dans la note culturelle, chers amis internautes, je vous rappelle que le Festival international des films de femmes de Cotonou, FIF Cotonou, lance officiellement son appel à films pour l'édition 2026. Les réalisatrices sont donc invitées à soumettre leur production avant le 30 août prochain. Les modalités d'inscription et les informations relatives à l'appel à films sont consultables sur www.fif-2026-appel films. Si vous êtes réalisatrice, chers amis internautes, vous avez jusqu'au 30 août 2025 pour soumettre vos productions. Ainsi prend fin la note culturelle du jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire chez amis internautes. On se retrouve tout juste après dans votre rubrique l'interview matinale. Vous avez cru, parce que moi je l'ai considéré comme une incantation, parce que quand on parle de développement social, ça devrait impacter la grande majorité de ses concitoyens. Nous sommes malheureusement un pays très pauvre, avec à sa tête quelqu'un qui a des habitudes de riche. Les priorités ne sont pas les mêmes, les mots n'ont pas les mêmes sens. Les Béninois ont besoin de paix et de paix. On leur a arraché tout, parce que, comme l'a dit l'autre, pour vous enrichir sur le dos du pauvre, il faut pouvoir lui prendre le peu qu'il a encore sur la peau. Et comme les pauvres sont nombreux, ça vous enrichit. C'est un peu la situation malheureuse dans laquelle le Bénin se trouve en ce moment. Il n'y a jamais eu de hautement social, ça n'a été qu'une incantation, ça n'a été qu'une promesse de campagne. Malheureusement, les Béninoises et les Béninois continuent de croupir dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Et ça s'accentue de jour en jour. On n'a fait aucun effort pour améliorer leur qualité de vie, ce qui est extrêmement dommage. Sur le point de vue, quand on rentre secteur par secteur, sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui a pu bien s'améliorer? Sur le panier de la ménagère, ça s'est amenuit et ça continue à s'amenuire. Les Béninois n'arrivent même pas à se nourrir une fois dans la même journée. C'est dommage et c'est difficile, c'est dangereux. C'est dangereux et il faut qu'on trouve très rapidement et très urgemment une solution très structurée et cohérente pour pouvoir sortir nos compatriotes de cette situation-là. L'activité économique est prise en otage. Les entreprises qui détiennent l'économie sont connues. Et c'est ainsi. Le plus grand client dans un pays, c'est l'État. On sait avec qui l'État fait ses affaires désormais dans le pays. Ceux qui se sont même substitués à l'État pour lui arracher certains volets de ses prérogatives, on les connaît aussi. Il faut qu'on démonopolise notre économie. Il faut que le monde paysan se sente fier d'être dans ce monde, mais ça va se faire à une seule condition. Il faut qu'il puisse bénéficier des fruits de leur du labeur. Et il faut. Il y a beaucoup de choses à faire. Et avoir annoncé le hautement social il y a quelques années, c'est le contraire que nous avions vécu. Et il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Il n'a dit que le contraire de ce qu'il a fait. Et cela nous ramène aux véritables motivations, à la source de motivation qui l'a conduit à venir
se présenter pour cette élection-là et elle a gagné. Ça, tout le mot, toutes les sources de là. Donc, tout est parti d'une guerre entre son allié et lui, et ça l'a conduit en exil. Nous, on ne sait pas ce qui les a unis hier. On ne peut pas dire avec ce qui les a divisés après. Mais on a vu qu'il y en a, et comme bon, le peuple très émotif a voulu prendre fait et cause pour l'ennemi. Donc, on a voté, bon, les gens ont voté, il a été élu en 2016, mais depuis lors, qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout ce qu'il a fait, c'est l'embellissement. L'embellissement, l'outil devrait être logiquement la conséquence d'un développement structuré. C'est ça, on a mis la charrue avant les bœufs. Il faut mettre plein la vue au peuple et donner l'illusion d'un développement. Le développement, c'est pas les immeubles. Les immeubles, c'est l'embellissement. Le développement doit être structuré et ça se ressent sur le citoyen. C'est ça le développement. Donc, faut pas qu'on continue dans nos illusions. Il faut qu'on aille véritablement vers ce qui est important. Comment est-ce que nous faisons pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État en 2026. Et quand je dis alternance, ce n'est pas une affaire de personne, c'est tout un système. L'alternance se fait vis-à-vis d'un système. Comme l'a dit l'autre, il y a des notes éliminatoires. Quand vous emprisonnez et que vous gérez l'économie dans une certaine opacité qui ne nous permet pas de savoir exactement l'état de nos finances, quand on voit qu'on essaie on poursuit le soja comme si c'était la cocaïne. Un soja qui n'appartient pas à une filière organisée, parce que quand on dit le coton, c'est une filière. Une filière, c'est organisé par l'État. Depuis la semence, jusqu'à la récolte, l'égrenage et l'exportation. Mais le soja, là, qui a régulé le soja? Les gens produisent leur soja parce qu'ils ont eu l'intelligence de quitter le coton qui les a pourvus de jour en jour ou les traquer comme si c'était des criminels. Vous voulez faire une zone industrielle. Il faut rapprocher l'industrie de la matière première afin que les enfants des producteurs puissent bénéficier de cette avancée-là. Donc, bref, tout est fait à l'envers. Tout est fait à l'envers. Et je l'ai dit à l'entame, on n'a pas les mêmes priorités que le chef de l'État. Lui, c'est un homme qui a des habitudes riches. Nous, au Bénin, nous sommes pauvres. Nous ambitionnons de quitter ce statut-là et la démarche est connue. Il faut aller à l'autosuffisance alimentaire. Il faut permettre à ceux qui sont pourvoyeurs des seules matières premières que nous avons, c'est-à-dire le monde agricole, il faut que ces gens-là puissent vivre des fruits de leur travail. Si vous faites tout ça, c'est en ce temps que vous verrez en leur sein des modèles de réussite et ça permettra tranquillement à la jeune génération d'aller vers cette activité-là. Mais vous ne faites rien de tout ça et vous restez dans cette boule magique, dans votre bulle, pensant que tout le monde mange à sa faim comme vous le faites vous. De l'interview matinale, nous retrouvons à présent Anselme Orichard dans la livraison de la revue de presse du jour. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce lundi par la politique, notamment avec la présidentielle de 2026, qui a fait l'objet d'analyse au sein des rédactions de plusieurs parutions ce lundi. Tout comme la Guérite, Matin Libre s'est donné pour exercice de voir dans l'échiquier politique les potentiels candidats à la magistrature suprême en 2026. D'abord, c'est le journal La Guérite qui cherche à savoir si un candidat venu de la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement, pourrait être exclu sur la rupture. Car revenant sur l'histoire de la politique au Bénin ces 20 dernières années, le journal d'Akonaboua souligne le rôle particulier de la Banque Ouest-Africaine de Développement. À en croire la parution, l'institution a déjà servi de tremplin à deux figures politiques. Boni Yaye élu président en 2006 après plus d'une décennie à la tête de la BOAD et Abdoulaye Bio-Tchane, candidat malheureux en 2011 après y avoir dirigé 3 ans. Aujourd'hui, les regards se tournent vers l'actuel président de la banque, Serge Ekoué, en poste depuis 2020. Bien qu'il n'ait affiché aucune mention politique,
politique, note la guérite, sa visibilité et sa proximité avec certains cercles de pouvoir alimentent tout de même les spéculations à l'approche de la présidentielle de 2026. À quelques semaines du 11 octobre 2025, date butoir pour le dépôt des candidatures pour le compte de la présidentielle de 2026, ni la mouvance ni l'opposition n'ont encore levé le voile sur les champions fait observer l'apparition. C'est d'ailleurs ce qui justifie les spéculations en cours, selon mon confrère, et l'idée d'une candidature issue de la BOAD non clairement exprimée par un prétendu candidat s'inscrit dans ce registre, selon mon confrère. Alors, BOAD sera-t-elle encore une rampe de lancement pour une candidature au sommet de l'État béninois? Cherche à savoir le journal d'Akonaboué. D'une spéculation à une autre, Matin Libre consacre sa manchette au potentiel candidat de l'opposition. Dans son analyse, mon confrère s'intéresse aux tractations au sein de l'opposition béninoise à l'approche de la présidentielle de 2026. Le journal souligne que malgré l'échec de 2021, le parti Les Démocrates entend cette fois-ci présenter un duo présidentiel. Mais le choix reste incertain, souligne le journal. Plusieurs noms circulent, note l'apparition, notamment Eric Ndete, considéré comme l'aspirant naturel, Nourenoua Tchadé, fidèle lieutenant de Boni Yaye ou encore le député Kamel Ouassangari. D'autres ambitions se dessinent avec Saka Saleh, Biosawe, sans oublier l'activiste Kemi Seba et Ganiou Soglo. Pour Matin Libre, rien n'est encore garanti. Comme en 2021, le parti pourrait surprendre par son choix final, conclut le journal. Pendant ce temps, le patriote s'inquiète de l'ambiance délétère qui règne au sein de la mouvance présidentielle à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon. Dans ces colonnes, l'apparition alerte sur les querelles internes qui secouent la mouvance présidentielle à l'approche de la fin du mandat de Patrice Talon. Entre Mouel Bénin, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, les attaques se multiplient, fait constater mon confrère. À l'en croire, Jacques Ayadi s'est frontalement opposé au député Edmond Agoua, tandis que Bertin Kovi s'en est pris à Janvier Yahweh-Deou. La même information est traitée par Adiaté News et l'événement précis qui ont tous deux rapporté les propos de Jacques Ayadi, président de Mouel Bénin. Attaque répétée et débauchage des militants de Mouel Bénin, Jacques Ayadi dénonce la duplicité politicienne et index des acteurs dans la mouvance rapporte l'événement précis. Pour le patriote, cette cacophonie de fin de règne fragilise la majorité et pourrait profiter à une opposition plus sereine à l'approche de 2026. Triste nouvelle dans les dernières secondes de cette revue de presse. Plusieurs journaux dont La Nation, Le Patriote, Bénin Intelligent, Le Soleil, Bénin Info, L'événement précis et L'Informateur nous informent qu'un bus de la compagnie STM en direction de Malanville a fait une chute mortelle dans le fleuve Ouémé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août. Sur les 54 passagers à bord, 9 seulement ont pu être sauvés et sont actuellement en soins. Un corps a été repêché, 44 passagers sont toujours portés disparus, fait savoir Le Patriote. Par ailleurs, les recherches se poursuivent, souligne L'Informateur. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, s'est rendu sur les lieux de l'accident, informe Les Parutions. La compassion du gouvernement se retrouve dans les colonnes du journal Le Soleil, Bénin Info et d'autres publications. En attendant de retrouver d'autres victimes portées disparues, nous on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre numéro de revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain. Nous voici donc à la dernière ligne droite de cette émission, chers amis internautes. La citation du jour. Chers amis internautes, avancer malgré la peur est déjà une victoire. Tout simplement parce que ce n'est pas l'absence de peur qui compte, mais le fait de continuer malgré elle. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous et à demain.